Une bombe explose dans le détroit d'Ormuz. Bulletin d'urgence, le mot terrorisme dans la bouche du président américain. Le monde entier interprète instantanément cette image de la même manière. L'Iran frappe à nouveau l'Occident. L'Iran contre l'Amérique. Un vieux scénario, mais facile à comprendre. Et maintenant, je vais vous proposer de lire cette même image, mais autrement. Et si cette bombe ne concernait pas du tout l'Amérique, cela n'a aucun rapport. Et si elle ne vise pas un pétrolier ou un porte-avions américain, mais plutôt la table des négociations. Et en plus à Téhéran, et si le plus dangereux adversaire de l'accord iranien ne se trouvait ni à Washington, ni à Pékin, ni à Moscou, mais en Iran? Ce n'est pas une figure de style. C'est une version que, aujourd'hui, les médiateurs eux-mêmes, qui essaient de sauver cet accord, évoquent fait prudemment à demi-mot. Et si c'est vrai, alors tout ce que nous pensions de cette crise doit être remis en question. Eh bien, voyons cela de plus près. Il existe un mémorandum d'accord entre les États-Unis et l'Iran. C'est le cadre à partir duquel un nouvel accord nucléaire devait émerger. Et ce cadre, en ce moment, pour le moins, craque de toutes parts. Trump, à un certain moment, déclare que le mémorandum est terminé. Il ordonne 2 séries de frappes aériennes, puis relance les attaques contre les navires saoudiens dans le détroit d'Ormuz. Trump considère ces actions comme du terrorisme. Eh bien, ensuite, il y a soudainement une accalmie. Jeudi, il ne semble pas y avoir de nouvelles frappes américaines. Toute une série de médiateurs affluent dans la région. Le Qatar, le Pakistan, la Turquie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite. Il y a vraiment tout le monde. Ils essaient tous fébrilement de convaincre les 2 parties de ne pas rompre les accords. Et voici ce qui est particulièrement curieux. Même sous les missiles. Même au milieu des accusations mutuelles. Et là-bas, il y avait des accusations sérieuses, si vous vous souvenez. Oui, les négociations au niveau technique, selon les rapports, ne s'arrêtent pas. C'est-à-dire celles avec des fonctionnaires de rang inférieur. Ou bien sûr, des hauts des fonctionnaires, mais de moindre importance, de moindre rang. Ils savent qu'il y a une sorte de guerre. Mais ils font leur travail. Là, il y a quelque chose qui ne colle pas pour moi. Malgré tout cela, voilà. Dans un tel contexte, si les parties veulent vraiment la guerre, pourquoi continuer les négociations? Et si elles veulent la paix, alors qu'ils tirent sur les pétroliers, précisément au moment où l'accord est à portée de main? C'est à partir de cette question que commence notre version inversée. À l'envers, retournez comme un gant, je ne sais pas comment le dire plus précisément. Faites attention à un détail. Un détail que l'on passe généralement sous silence dans les actualités brûlantes. L'Iran n'a pas revendiqué ses attaques contre les navires, ici dans le détroit d'Ormuz. Il ne les a pas reconnus. Il n'a pas signé, comme on dit. Et ce n'est pas un détail insignifiant. D'habitude, quand un État veut dire quelque chose au monde par la force, il veut justement que l'on sache d'où ça vient. Voilà, c'est justement tout le sens du signal. Ici, il y a des frappes. Y a-t-il un auteur? Non. À la place de la signature. Vidé. Dans ce vide, les intermédiaires inscrivent leur propre version. Selon leur interprétation, les attaques à Ormuz ont été organisées, je cite le texte, par des éléments au sein même du régime iranien qui sont contre le mémorandum et veulent le faire échouer. Il s'agit du fait qu'une partie de l'État iranien s'en est prise à la politique d'une autre partie de l'État iranien. Que les bombes dans le détroit ne sont pas un tir vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Pas contre l'ennemi d'outre-mer, mais contre leurs propres négociateurs à la table des négociations. Alors il est clair pourquoi il n'y a pas d'auteur. Celui qui a fait cela n'a pas de mandat. Il ne peut pas sortir et dire « c'est moi », parce que formellement, il sape la décision de son propre gouvernement. C'est l'un des scénarios les plus reconnaissables de l'histoire de n'importe quelle négociation de paix, ou même des processus de paix, je dirais. Il a même un nom. Les politologues appellent ces acteurs des spoilers. Spoil signifie gâcher. Donc ceux qui font échouer le jeu, n'est-ce pas? Et la logique du spoiler est toujours la même. Il fait tout exploser non pas quand la paix est lointaine, mais quand elle est là ou proche. Parce qu'une paix proche, pour lui, pour certaines raisons, est plus effrayante que la guerre. Rappelez-vous Oslo. Début des années 90, les Israéliens et les Palestiniens se serrent la main pour la première fois sur la pelouse de la Maison-Blanche. Et que se passe-t-il ensuite? Une vague d'attentats. Eh bien, tout s'est passé exactement comme prévu. À chaque rapprochement des 2 parties, une explosion survient. Soit dans un bus, soit sur le marché.
Les radicaux, en réalité, ils frappent toujours la même cible. Peu importe où ont lieu les explosions, ils s'en prennent à la possibilité d'un accord. En 1995. Donc Yitzhak Rabin a été assassiné. Et il n'a pas été tué par un arabe, un musulman, un islamiste. Mais par l'un des siens, oui, un radical israélien qui considérait la paix comme une trahison. La balle est venue de l'intérieur. Le saboteur tire toujours dans le dos des siens. Il comprend froidement que tant que la guerre continue, il est un héros, un défenseur, une force nécessaire. Mais dès que la paix arrive, qui est-il ? Mais il n'est personne, la paix l'annule. Et c'est pourquoi la paix est pour lui une menace personnelle, dans tout son être. Ouais. Maintenant donc, passons de mes réflexions philosophiques à l'Iran. La situation à Hormuz cesse d'être une énigme. Le saboteur ne frappe jamais dans le vide. Il frappe selon un calendrier, selon l'agenda de quelqu'un d'autre, selon le calendrier des négociations. Il a explosé non pas en plein milieu de la guerre, mais plusieurs mois après la signature de la paix. Les bus en Israël n'explosaient pas à des jours aléatoires, mais précisément lorsque les parties faisaient un nouveau pas l'une vers l'autre. La balle qui a touché Rabin n'est pas arrivée lors de l'échec du processus de paix, mais à son apogée. Sur une place pleine de gens venus soutenir la paix. Le saboteur a besoin du moment où l'on est au plus près d'un accord. Parce que c'est précisément à ce moment-là que son coup fait le plus mal. Faire exploser des négociations qui piétinent déjà n'a aucun sens, mais les saboter une seconde avant la signature, c'est ça. C'est de l'art. Ça, c'est le vrai plaisir. Maintenant, regardez Hormuz. Le coup ne vient pas au moment de la rupture totale, mais précisément quand les intermédiaires se rassemblent, quand les négociations techniques sont en cours, quand l'accord contre toute attente redevient possible. L'explosion surviendra exactement quand la paix sera la plus proche. Ce n'est pas une rage aveugle, mais un calcul. Dans le choix du moment. Par une personne ou des personnes, qui observent très attentivement cette même table qu'ils s'apprêtent à renverser. Et maintenant, le plus important. Ce contexte sans lequel on ne peut pas comprendre la tension. Tout cela se passe après la mort du guide suprême Ali Khamenei. D'un homme qui, pendant des décennies, était le seul arbitre, la dernière instance qui éteignait ces guerres internes. Mais il n'est plus là. Les radicaux accusent directement Trump de sa mort. C'est bien ça, non ? C'est Trump qui a donné l'ordre. Dranka à la traîne. Et à la place du leader arrive Majtaba Khamenei, qui, pour l'instant, on ne sait pas, pour ainsi dire, parce qu'il ne peut pas, parce qu'il ne veut pas, mais pour l'instant, il s'éloigne de la clarté sur la question nucléaire, et il n'a clairement pas encore rassemblé tout le pouvoir entre ses mains. Peut-être qu'il ne peut pas, on ne sait pas, mais il ne l'a pas fait. Que fait un saboteur dans une telle situation ? Il ne va pas débattre au Parlement, n'est-ce pas ? Même à Constantinople, le Congrès ne propose pas de loi, il fait ce qu'il sait faire, provoquer une explosion. Il tire. Une explosion à Hormuz sans auteur. Un gouvernement pragmatique qui négocie tout en laissant entendre que les frappes n'ont pas été autorisées par ceux qui sont à la table. Une faction dure pour qui l'accord est mortellement dangereux, un nouveau guide suprême qui ne peut pas encore tout contrôler. Et du classique. Et un schéma répété 1000 fois dans l'histoire, les radicaux font exploser la situation précisément au moment où la paix est proche, afin de l'empêcher. Dans cette logique, une attaque contre un pétrolier ou des pétroliers n'est pas un message de Washington, c'est un message à Téhéran. C'est un double message, pas du pragmatisme. Vous ne contrôlez pas la situation. Votre accord ne vaut rien. Et aux Américains aussi. Regardez avec qui vous négociez, on ne peut pas leur faire confiance. D'un seul coup, boum, les deux piliers de l'accord sont touchés en même temps. La confiance autour de la table et la confiance envers la table elle-même. Et vous savez ce qu'il y a de plus sournois ? Il n'a même pas besoin de gagner ce débat ouvertement. Il lui suffit que l'accord échoue. L'absence de résultat, c'est sa victoire. Tant qu'il n'y a pas de paix, il reste indispensable. Il y a eu des frappes contre des navires à Hormuz. Trump les a qualifiés de terrorisme. Le mémorandum est menacé. Les médiateurs se sont précipités pour le sauver. L'Iran, officiellement, n'a pas revendiqué ces attaques.
À l'intérieur de l'Iran, il y a vraiment des factions, oui, pour lesquelles l'accord est inacceptable. Le guide suprême a changé, le pouvoir n'est pas encore stabilisé. Tout cela, ce sont des faits, et maintenant, l'aversion. C'est justement le lien entre eux. L'idée que les frappes ont été organisées par une faction interne spécifique pour faire échouer les négociations, c'est l'interprétation des médiateurs et une reconstitution logique, mais ce n'est pas un fait avéré. L'Iran ne l'a pas reconnu. Personne n'a présenté de nom précis avec des preuves. Peut-être que ce sont des saboteurs. Ou peut-être s'agit-il d'un signal avalisé que Téhéran a intérêt à faire passer pour une initiative indépendante. Ou peut-être existe-t-il une troisième option encore invisible. C'est pourquoi la formule honnête est « Ce n'est pas ce qui s'est passé, mais voici une version qui explique les faits mieux que celle à laquelle nous sommes habitués. » Et la force de cette version ne réside pas dans le fait qu'elle soit prouvée, mais dans le fait qu'elle pose la bonne question. Non pas pourquoi l'Iran est en guerre avec l'Amérique, mais qui, à l'intérieur de l'Iran, ne veut pas la paix, et ce qu'il est prêt à faire exploser pour cela. Parce que si vous apprenez à repérer le saboteur, vous cesserez de voir de telles crises comme un duel entre deux drapeaux. Vous commencerez à voir le troisième, celui qui n'est pas assis à la table, mais qui garde la main sur le détonateur. Et en fin de compte, pour qui la paix est plus effrayante que la guerre. C'est un point très important que nous devons tous retenir. Pour qui la paix est plus effrayante que la guerre. Et maintenant, je vais vous raconter quelque chose qui va donner 10 fois plus de poids à notre version. Je vais vous laisser une question pour ainsi dire, à ce moment-là, considérez-la comme la fin de ce segment. Même si tout cela n'est pas un seul segment, mais néanmoins, voilà. Simple. La prochaine fois que quelqu'un lancera une frappe contre l'ennemi, demandez-vous, la bombe est-elle vraiment partie vers l'extérieur ? Peut-être qu'elle était dirigée vers l'intérieur depuis le début. Et voici un autre détail qui ajoute de la crédibilité à la thèse du saboteur. Nous avons posé une question. Qui en Iran refuserait la paix au point de faire exploser des navires dans son propre détroit ? Nous avons appelé cet acteur le saboteur, celui qui fait échouer l'accord parce que la paix l'annule, lui, le saboteur. Mais le saboteur n'a que l'idéologie, la foi. Aujourd'hui, nous allons lui donner ce qui explique son comportement plus sûrement que toute croyance. Ce qui explique le comportement plus sûrement que n'importe quelle foi, c'est le portefeuille, l'argent. L'argent. Parce qu'il y a dans cette histoire un paradoxe que presque personne ne met en avant, alors qu'il est à la base de tout. En général, l'argent se trouve toujours à la base de tout. Regardez. Bloquer le détroit d'Ormuz, faire exploser des pétroliers, semer le chaos sur ce petit passage étroit, c'est un coup porté à quel pétrole en premier lieu ? Et je vais vous le dire, c'est le pétrole iranien. Presque toutes les exportations de pétrole iranien passent par Ormuz. C'est le sang de l'économie iranienne, sa principale, et en fait sa seule grande source de revenus. Un État rationnel, qui vit de la vente de pétrole, ne va pas miner sa propre artère, sa veine, je ne sais pas, son capillaire. Donc soit l'Iran agit de façon irrationnelle, soit nous avons mal compris. Mal compris quoi ? Les intérêts de qui ? Voilà ce que nous n'avons pas compris. Et non, vous ne faites que poser la question principale de toute enquête. À qui cela profite-t-il ? Où est allé l'argent ? L'image se retourne à nouveau comme par magie. Alors, suivons l'argent. Des années de sanctions occidentales ont presque isolé l'Iran des marchés normaux. Il ne reste en fait qu'un seul grand acheteur pour le pétrole iranien, la Chine. On estime qu'environ 90% des exportations de pétrole iranien vont précisément là-bas. Ni en Europe, ni au Japon. En Chine. Mais ce pétrole n'est pas exporté comme le ferait du pétrole normal dans un monde normal. Officiellement, ce commerce existe à peine. Il est sous sanction. C'est pourquoi elle se fait dans l'ombre. Et c'est là que ça devient intéressant. Dans l'ombre, oui, être dans l'ombre ne veut pas dire que c'est marginal. Dans l'ombre, ça veut juste dire selon d'autres règles. Des règles grâce auxquelles certains gagnent très bien leur vie. Réfléchissez à ça. Dès qu'il y a un goulot d'étranglement, quelqu'un commence à très bien gagner de l'argent là-dessus. Analysons cette petite machine couche par couche. Première couche, les acheteurs.
Ce ne sont pas les grandes compagnies pétrolières d'État qui redoutent les sanctions secondaires américaines, mais les petites. Indépendants, les soi-disant petites usines chinoises. Il y en a plein. Ils sont légion. Deuxième couche, la livraison. La flotte fantôme. Une flottille de pétroliers qui changent de nom, changent de pavillon, falsifient les documents du navire, qui éteignent leur transpondeur en plein trajet et disparaissent des radars. Le pétrole était transféré en mer d'un navire à l'autre pour brouiller les pistes. Sur les papiers, la destination indiquée – Malaisie, Singapour, Vietnam. Parfois, la destination est inconnue. On transporte du pétrole sans savoir où. Et la troisième couche, l'argent. Flux d'argent, paiement direct sanctionné. Ils sont compliqués, n'est-ce pas ? C'est pourquoi les règlements se font par des montages complexes, des infrastructures contre du pétrole et non via des entreprises de façade. Les entreprises chinoises construisent en Iran et, en échange, elles reçoivent du brut. Oui, pour ainsi dire, du pétrole brut. Un réseau de sociétés écrans à Hong Kong ou dans certains Émirats dissimule l'origine de chaque baril. Et maintenant, la question à 1 milliard de dollars, au sens propre du terme. À qui appartient toute cette machine ? Qui a la main sur tous ces circuits, ceux par lesquels le pétrole circule, passe d'un navire à l'autre et par lesquels l'argent transite, sur tous les circuits. Et ici, tout converge en un seul point. Selon les experts, le corps des gardiens de la révolution islamique, cet appareil sécuritaire dont nous avons parlé, contrôle environ la moitié de tous les revenus provenant des exportations de pétrole iranien. La moitié. Ce sont les revenus pétroliers provenant de la Chine. En fait, cela finance directement ses opérations, son réseau d'alliés dans la région. Réfléchissez à ce que cela signifie. Les personnes qui détiennent les armes les plus puissantes en Iran sont aussi celles qui contrôlent le plus grand robinet financier. L'argent du pétrole. Et ce robinet fonctionne précisément dans un système clandestin sous sanction. Et maintenant, le tournant-clé. Le tournant-clé de notre analyse. Posons-nous la question la plus simple. Que se passe-t-il avec cette machine si, tout à coup, les Américains et les Européens lèvent les sanctions ? Oh, super, crie l'Iran. Mon Dieu, tout s'effondre, dit le corps, parce que l'économie de l'ombre vit précisément grâce au fait qu'elle essaie dans l'ombre. Quand le pétrole est interdit, ce n'est pas tout le monde qui en fait le commerce, mais seulement ceux qui possèdent une flotte. Une flotte fantôme. Sociétés écrans, contact, cercle très fermé. Des concurrents ? Il n'y a pas de concurrents là-bas. Un seul acheteur achète avec une grosse remise, mais il le fait discrètement et régulièrement. Et ceux qui se trouvent entre le puits iranien et l'usine chinoise prennent leur marge. Donc pour la discrétion, pour le risque, pour leur capacité à faire passer un baril sous le radar. Les sanctions. Les sanctions ne sont pas une malédiction pour eux, mais leur mère nourricière. C'est un modèle économique. C'est un mur qui écarte tout le monde, sauf eux, et leur rapporte des milliards. Levez les sanctions, et alors ? Le pétrole sort au grand jour. Elle est désormais échangée ouvertement, en toute transparence, sur le marché libre, aux prix mondiaux. À travers les banques ordinaires. Contre des dollars. La décote disparaît. La clandestinité ne coûte plus rien, parce qu'il n'y a plus rien à cacher. Transporte encore. La flotte fantôme se réduit à de vieux pétroliers moins rentables que les neufs. Les sociétés écrans ne sont plus que des coquilles vides. Le cercle des initiés, qui s'enrichissaient depuis des années, se retrouve soudain à ne plus servir à personne. Leur monopole s'évapore le jour même où le soleil du commerce normal se lève sur l'Iran. À votre avis, veulent-ils la paix ? Voilà le paradoxe. Choisi à l'envers. Pour le peuple et l'économie iranienne, la levée des sanctions est un salut, la fin d'une malédiction. Mais pour ceux qui se sont enrichis grâce aux sanctions, c'est une catastrophe. C'est une menace pour leur existence, c'est la fin de la manne. Maintenant, reliez cela à ce dont nous avons déjà parlé. Regardez comment ces deux sortes de puzzles s'emboîtent, se verrouillent et s'expliquent mutuellement. Dans la première partie, nous avions une sorte d'acteur perturbateur. Oui, la faction qui fait échouer l'accord de paix n'avait qu'un motif idéologique. La paix nous efface, la paix nous rend inutiles. C'est beau, mais abstrait. Nous détestons les impérialistes. Nous ne nous laisserons pas mépriser, ce genre de choses. En fait, on peut supporter d'être méprisé. Personne ne vous méprise, bien sûr, et vous gagnez beaucoup d'argent. Et maintenant, ce même saboteur montre aussi une petite motivation.
très matériel, très tangible, très axé sur l'argent. La paix, ce n'est pas seulement un coup porté à son orgueil. La paix, c'est un coup porté à son portefeuille. Direct et concret, messieurs, pas pour 3 sous, mais pour des milliards. La levée des sanctions ne lui enlève pas de l'influence en théorie, mais de l'argent. En pratique, c'est cette même moitié des revenus pétroliers dont, messieurs, on ne peut que rêver. Et maintenant, l'explosion à Hormuz cesse d'être un mystère car elle a un bénéficiaire idéal. J'ai employé un mot intelligent, non? Un accord saboté. Les sanctions persistent, la rente continue. L'instabilité dans le détroit, pour un négociant clandestin, ce n'est pas une perte, c'est une majoration. Plus il est dangereux de traverser l'Ormuz, plus celui qui fera passer ton pétrolier coûte cher. Cela donne une logique monstrueuse. La personne qui bombarde le détroit et celle qui s'enrichit sur le pétrole iranien, oh, il s'avère que c'est la même personne. Ce n'est pas 2 personnes, c'est bien lui. Plus il bombarde, plus il s'enrichit. À votre avis, il va arrêter de bombarder ? Il tire sur un pétrolier et aussitôt, comme on dit, de l'autre main, il s'accorde une prime pour le risque accru. Il ne sabote pas l'économie iranienne, il la pompe. Il presse la version de l'économie de l'ombre, la version clandestine. Et le pétrole iranien normal, légal et transparent. Elle devient son pire ennemi, car c'est elle qui le ruine. Et eux, ils veulent signer un genre de mémorandum là-bas, alors que mon argent part et peut même disparaître complètement. Sinon, je ne vous laisserai pas faire la paix ici. D'accord, nous n'affirmons pas que nous avons la preuve en main que telle frappe a été commandée par une personne portant tel nom. Le mobile n'est pas une preuve, mais la possibilité d'un avantage ne prouve pas la culpabilité, même si cela s'en rapproche. Voilà. Eh bien, vous savez, ce cadre-là, c'est-à-dire suivre l'argent, ne demande pas de croire qui que ce soit sur parole. Elle oblige simplement à poser une question qui est trop souvent passée sous silence. Nous aimons tous prononcer cette phrase, mais ensuite, pour une raison quelconque, nous l'oublions complètement, n'est-ce pas ? Quand on vous montre une explosion et qu'on vous dit « c'est de la haine, c'est une idéologie », ce sont des fanatiques irrationnels, honnêtement. Je ne crois pas que ce soient des fanatiques irrationnels, ce sont des comptables tout à fait rationnels. Ils perdent de l'argent là-dessus et tout devient clair pour moi. Qui s'est attribué une prime pendant que le pétrolier brûlait? À qui cela nuirait-il si la paix arrivait demain? Tout est en fait très simple, messieurs, et surtout cela relève de la logique, pas de l'idéologie. Oh, ils sont comme ça, ce sont des idéologues. Non, ce ne sont pas des idéologues. Leurs enfants, les 4000 enfants des mollahs iraniens et tout cela qui tirent, oui, ils vivent en Amérique et en Angleterre, et ils publient ce genre de choses sur leurs comptes Instagram et autres pages Facebook là-bas. Je ne sais pas, oui, à tel point que même nos suffragettes américaines là-bas sont complètement déconcertées de gêne. Alors la prochaine fois que vous entendrez parler d'un nouveau coup porté au nom de la lutte, d'un coup au nom de l'idéologie, posez-vous la question. Ce n'est pas en quoi ils croient, mais combien ils gagnent avec ça. Et il est fort possible que la bombe qu'on vous a présentée comme un tir contre l'ennemi soit en réalité tirée contre un concurrent. Et dans ce cas précis, le concurrent, c'est son propre peuple, qui oserait se mettre à vivre normalement. C'est bien nous qu'ils visent, s'ils vivent normalement juste avec leur salaire. Mesdames et messieurs, abonnez-vous, laissez un j'aime si cela... Vidéo, ce récit vidéo vous intéresse si vous trouvez ici. Nous avons des angles de vue un peu différents de 99,9% de ce que vous voyez sur Internet et à la télévision. Alors, soyez les bienvenus. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour qu'elle sonne. Ainsi, on peut quasiment vous garantir qu'on vous montrera tout. Au revoir, à bientôt.